Bonjour, c'est encore Kate Evan d'Audible. Audible, l'appli des livres audio et des podcasts, est ravie de soutenir à nouveau Transfert, le podcast qui nous tient toujours en haleine. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode ? Bonne écoute! À l'hiver 2003, le public de la Comédie Française découvre pour la première fois dans la grande salle Richelieu un texte de Marine Diaye. Papa doit manger raconte le retour d'un papa africain dans sa famille qu'il a quitté il y a plus de 10 ans. Il toque à la porte de cet appartement de Courbevoie, dans lequel il espère retrouver les 2 enfants qu'il a fait avec une femme blanche, qui vit elle désormais avec un nouvel homme, blanc, à la bonne conscience de gauche. « C'est moi mon oiseau, c'est moi, papa est revenu », dit-il à sa fille sur le palier. Papa est revenu, mais papa ne savait pas, Mina, que les enfants changent aussi vite. Papa croyait que les enfants attendraient son retour avant d'avoir l'air de parfaits inconnus. Papa doit manger, c'est surtout le récit d'une famille déchirée par des rapports de classe et de race, traversés par les fracas du colonialisme. Je suis venu dans la colère, dira-t-il plus tard, la frustration, le sentiment de faiblesse et de servitude, en me disant, de toute cette fureur contenue, de cette amertume et de cette sorte de honte indéfinissable, je vais me faire payer. La France entière va payer. Je lui ferai rendre gorge. De cette pièce bouleversante naissaient ces questions. Comment une famille peut-elle se retrouver après des années d'éloignement ? Comment une famille écartelée entre 2 continents, 2 histoires, 2 rapports de pouvoir et de domination peut-elle se retrouver ? Comment les souffrances des uns peuvent-elles se concilier avec les attentes des autres ? De ces multitudes d'ambiguïtés, quel genre d'amour et de consolation peut éclore ? Et les enfants ? Je suis Charlotte Pudlewski et vous écoutez Transfert. L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé par Iris Ouedraogo. Je suis née au Ghana d'une mère ghanéenne et d'un père sarthois. Et à l'âge de 3 ans et demi, mon père décide de me ramener en France. À ce moment-là, comme lui travaille en Afrique et a toujours son poste en Afrique, il décide de me confier à ses cousins puisqu'il a décidé de me ramener définitivement en France. De fil en aiguille, je reste dans cette famille qui, au bout de quelques mois, décide, en accord avec mon père, de m'adopter. Là, j'ai 4 ans et demi à peu près. Et finalement, cette famille adoptive devient ma famille. J'ai un nouveau père, une nouvelle mère et j'ai toujours mon père biologique auprès de moi puisque, entre-temps, il a décidé lui-même de revenir en France, évidemment, de ne pas me récupérer, mais de s'installer tout près de ma famille adoptive, donc tout près de chez ses cousins. Et l'accord qu'ils ont passé, c'est que je passerai tous mes mercredis avec lui pour garder un lien, et puis je le vois aussi pendant les fêtes de famille. Vers 6-7 ans, je commence sérieusement à me poser la question de ma mère biologique, puisque cette famille est blanche. Donc manifestement, je ne suis pas la fille de mes parents adoptifs. Et il se trouve aussi que mes parents adoptifs m'ont toujours dit que mon père biologique était leur cousin, qu'ils s'étaient mis d'accord pour m'adopter. Mais je sens qu'il y a un tabou qui se dessine, à savoir qui est ma mère biologique. La question est toujours éludée.
On me dit toute une partie de mon histoire, qui est mon père biologique, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, puis parce que mon père biologique a considéré que j'aurais plus de chance dans la vie en grandissant en France, en grandissant au sein de sa famille. Lui ne se sentait pas capable de toute façon de m'assumer tout seul, même à son retour en France. On me dit que j'ai tout de suite adopté de mon côté aussi cette famille adoptive, que je m'y sens bien et qu'il est hors de question de revenir en arrière. Mais on ne me dit jamais rien de ma mère biologique. J'ai des photos de moi en Afrique entre 0 et 3 ans, mais ma mère n'apparaît jamais sur ces photos. J'ai même des photos qui sont découpées. On me voit au centre et sur les deux côtés, la photo est découpée. J'imagine que d'un côté, il y a mon père, d'un côté, il y a ma mère, mais en fait, je n'en sais rien. On ne m'en parle pas et moi, je ne pose pas de questions non plus puisque je me dis qu'il faut pas en parler puisqu'on ne m'en parle pas et que de toute façon, c'est pas à moi d'en parler, que la situation est comme ça. Je grandis avec cette histoire sans que ça me pose vraiment de problèmes, de problèmes existentiels. C'est finalement au fil du temps le regard des autres, des amis à l'école, surtout des autres enfants, qui eux m'interrogent, s'interrogent, sachant que j'ai grandi dans un petit village, que je suis la seule enfant métisse. Donc forcément, les enfants voient la différence et ont du mal à eux-mêmes recoller les morceaux et se demandent comment je suis arrivée là, pourquoi je suis arrivée là et qui est ma mère, ma vraie mère, comme ils disent. Et tout au long de mon enfance, c'est plus le regard des autres finalement qui, moi, me pose question. Et là, je me dis, mais oui, quand même, c'est pas normal de ne pas savoir qui est sa mère biologique. Au fond de moi, je me dis qu'un jour, je poserai la question à mon père biologique. Mais mon père biologique était quelqu'un de très pudique, extrêmement pudique. De façon générale, dans ma famille, même ma famille adoptive, on ne parle pas de ses sentiments, de ses émotions, on ne pose pas de questions qui fâchent. Donc moi, je ne me vois pas non plus les poser, mais au fond de moi, je me dis qu'un jour, il faudra absolument que je le fasse et que je m'adresse à mon père biologique, qui est, dans mon esprit, le seul détenteur de cette vérité. Je m'imagine depuis l'enfance des choses horribles. Finalement, je me dis, si on ne m'a rien dit, c'est que la vérité doit être indicible. Alors j'élabore des scénarios, je me dis que peut-être c'était une personne affreuse et que mon père a jugé bon de m'extraire de ce contexte pour échapper à cette mère. J'imagine le pire finalement en me disant que si on m'a rien dit, c'est parce qu'on ne devait rien dire. J'ai l'opportunité d'aller travailler aux États-Unis, à New York, à l'ONU, dans un milieu multiculturel de fait, où je me retrouve à travailler avec des collègues de différentes nationalités, et notamment une collègue d'origine congolaise qui, comme beaucoup de personnes auparavant, me questionne simplement sur mon histoire. Quand on me questionne comme ça sur mon histoire, j'ai 2 stratégies. Finalement, la première stratégie, quand je me sens pas en confiance ou quand j'ai juste pas envie d'en parler, j'élude. Je réponds en raccourci en disant que j'ai été adoptée et je fais comprendre que j'ai pas envie d'en dire davantage. Mais là, avec cette collègue congolaise, je me sens en confiance. Je suis dans l'état d'esprit de me livrer. Donc, je lui raconte mon histoire. Je sens qu'elle va pas me juger puisque souvent quand je parle de cette histoire, je ressens un jugement ou alors un étonnement qui me met mal à l'aise. Et là, rien de tout ça. J'ai juste une oreille attentive. Et à la fin de mon récit, elle me dit, mais plutôt que d'attendre le jour où tu seras capable d'aller poser la question à ton père, pourquoi tu n'irais pas toi-même à la recherche de ta mère? Et là, j'ai comme une révélation. Parce qu'en fait, jamais je ne m'étais dit que c'était possible. Dans mon esprit, mon père est le seul détenteur de la vérité et donc c'est à lui que je dois m'adresser pour connaître mon histoire. Et là, je me dis, mais oui, en fait,
pourquoi ne pas aller moi-même à la recherche de ma mère, le contexte aidant, puisque je suis entourée de différentes nationalités, et notamment, je sais que dans le bureau où je travaille, il y a un Ghanéen. Et avant de parler à cette amie congolaise, j'avais jamais vraiment fait le lien, puisque je me suis jamais sentie africaine. Pour moi, le rapport à l'Afrique, c'est donc juste mon acte de naissance. Évidemment, de savoir que j'ai une mère biologique, mais je n'avais pas fait le lien entre mon histoire à moi, mon origine ghanéenne et la nationalité de ce collègue. Et d'un seul coup, je me dis qu'il pourrait peut-être m'aider à retrouver ma mère. Je pressens que je m'engage dans une entreprise assez vertigineuse, puisque en éludant mon père, le seul contact direct que j'ai avec mes origines, c'est mon acte de naissance, qui est un acte de naissance très artisanal, écrit à la main, avec seulement indiqué mon nom, mon prénom, le nom, prénom de mon père, le nom, prénom de ma mère et la ville et le pays de naissance. Donc c'est assez succinct, mais je me dis, bon, c'est toujours un début. Dès le lendemain, je vais voir ce collègue ghanéen, je lui raconte à lui aussi mon histoire. Il est très touché par cette histoire et là encore, j'ai une écoute attentive, une écoute qui n'est pas jugeante. Je me sens en confiance et surtout, il me dit qu'il va m'aider dans ma démarche. Donc, ça ne lui paraît pas complètement aberrant d'aller à la recherche d'une personne avec un simple acte de naissance, ce qui pour moi, au moment où je lui parle de ça, me semble absolument impossible, mais j'y crois. J'y crois. Et il me dit que la meilleure solution, ou en tout cas la première démarche à faire, c'est de nous adresser au consul du Ghana à New York, qui est une de ses connaissances. L'après-midi même, on est tous les deux dans le bureau du consul. Donc je répète, je lui redis mon histoire pour la 3e fois en 2 jours. Et c'est la même réaction que celle de mon amie congolaise et de mon collègue ghanéen. Il m'écoute attentivement, il trouve que ma démarche n'est pas du tout aberrante et il me dit qu'il peut compter sur son aide pour retrouver ma mère. Et là, j'y crois de plus en plus. J'ai un drôle de sentiment, puisque je me dis que toutes ces années, j'ai vécu en me demandant qui était ma mère, en me disant qu'un jour, je demanderais à mon père. Et là, d'un seul coup, en 24 heures, en un peu plus de 24 heures, je suis déjà sur la piste de cette mère biologique et que ça devient concret. Donc, je sens en moi une appréhension, puisque même si je souhaite retrouver cette mère biologique, j'ai toujours la peur de connaître la vérité et de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et la peur de me dire, si j'apprends quelque chose d'affreux, comment je vais pouvoir surmonter ça ? Donc j'ai un sentiment d'appréhension, mais aussi d'impatience finalement. J'ai attendu 28 ans et d'un seul coup, je me dis que ça peut aller très vite. Les premières semaines, rien ne se passe de concret, mais il me dit qu'il est sur le sujet, qu'il a entrepris des démarches administratives. Et puis, 5 ou 6 semaines après l'avoir vu pour la première fois, il me convoque à nouveau dans son bureau pour me dire qu'il a eu une idée qui serait moins administrative, mais peut-être plus efficace, connaissant le contexte local, pour retrouver ma mère. Cette idée consiste à lancer un appel à la radio locale, une radio diffusée précisément dans le petit village où je suis née au Ghana. Pourquoi pas, mais je nourris pas plus d'espoir que ça. Et quelques jours après, je m'envole pour Madrid, où je devais assister à une conférence pour l'ONU. Et je confie le dossier à mon amie congolaise et je lui dis que j'ai donné ses coordonnées au consul du Ghana et que si par hasard il était sur une piste concrète, c'est à elle qu'il devait s'adresser et c'est elle ensuite qui me contacterait en Espagne.
J'arrive à la conférence à Madrid et je reçois un email de ma collègue congolaise quelques jours après mon arrivée qui me dit qu'elle doit m'appeler, mais qu'il faut que je sois assise. Je finis par la voir au téléphone et là, elle me dit que l'appel lancé à la radio a eu lieu et surtout qu'il a été fructueux. Quelques instants après cet appel, 2 membres de ma famille sont allés en courant à la station de radio locale pour dire qu'ils connaissaient la personne qu'on recherchait via l'appel à la radio. Cet appel était très simple puisque on disposait de peu d'informations. Il a consisté à dire mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon lieu de naissance et à dire que je recherchais ma mère biologique. Et ces personnes de ma famille, il s'agissait d'une cousine et d'un oncle, sont arrivés à la station locale et sont revenus avec des photos de moi étant bébé, entre 0 et 3 ans, pour prouver qu'il s'agissait bien de membres de ma famille. J'avais peine à y croire, en fait. Je me disais que ça avait été finalement très rapide, facile, et que maintenant, il fallait que j'aille au bout et que j'aille rencontrer ma mère biologique. Je décide immédiatement de prendre des congés et de prendre un billet d'avion pour Accra. Tout en gardant cette démarche secrète à ma famille adoptive, à mon père biologique, je ne dis rien. Je pars avec mon petit ami de l'époque. Le vol a été compliqué, on est arrivé avec plus de 24 heures de retard, mais on est finalement arrivé à l'aéroport d'Accra. Comme l'avion avait beaucoup de retard, il est arrivé à un horaire, pas un horaire qui était prévu. J'avais quelqu'un sur place qui faisait l'intermédiaire. Je suis jamais entrée en contact directement avec ma mère puisque on m'a dit qu'elle ne parlait ni français ni anglais. Donc j'ai ces relais locaux qui prennent les coordonnées du vol et qui organisent mon accueil, puisque la ville d'où je viens est à une centaine de kilomètres d'Accra. Mais comme l'avion a beaucoup de retard, j'arrive à l'aéroport d'Accra avec mon ami. Et là, personne dans le hall d'accueil. Donc je me dis que la famille a dû repartir, ils ont attendu trop longtemps. Et d'un seul coup, je vois apparaître une jeune femme noire dans l'aéroport et elle vient vers moi. Elle me dit en anglais, je suis ta cousine, toute la famille est dehors, on ne nous a pas laissé rentrer dans l'aéroport, ça fait longtemps qu'on t'attend, on a pris une chambre d'hôtel, on t'attend dehors. Donc là, je me dis, je suis à quelques minutes, même pas, je sais que à l'extérieur de l'aéroport m'attend ma mère biologique et je suis tremblante, extrêmement fatiguée, mais submergée par l'émotion de me dire que je vais rencontrer cette femme. Je sors de l'aéroport et là, je vois accourir 5 ou 6 femmes en boubou. Je me dis, qui sont ces personnes ? Je scrute leur visage et je ne reconnais pas, ou en tout cas, je n'identifie pas parmi ces femmes laquelle pourrait être ma mère. Et au loin, je vois courir péniblement une femme en boubou blanc. Et là, je la vois et je me dis, c'est elle. En fait, je n'ai eu aucun doute et j'ai été frappée par la ressemblance physique. Et c'est la première fois que je vois quelqu'un qui me ressemble, puisque je ne ressemble pas du tout à mon père biologique. Et là, j'ai l'impression d'être en face d'un miroir.
On s'effondre en larmes toutes les deux. La famille autour aussi, beaucoup d'émotions. Donc je sors de l'aéroport et il fait nuit et je suis submergée par tout un tas de sensations que je n'avais jamais vécues auparavant, des sons et par cette végétation luxuriante, en tout cas très différente de ce que je connaissais au cours de mes voyages ou tout simplement en Sarthe. Donc un fort sentiment d'épaysement, aussi quelque part perte de repères. Rapidement, on nous prend en charge dans un minibus. Ma mère reste à côté de moi, mais on ne peut pas parler parce qu'on n'a pas la même langue, tout simplement. Elle ne parle que fanti. C'est une cousine, donc celle que j'ai vue pour la première fois dans l'aéroport, qui fait la traduction. Rapidement, moi, je veux à tout prix savoir ce qui s'est passé. J'attends d'être dans l'hôtel qu'ils ont réservé à Accra, puisqu'on partait seulement le lendemain dans le village où habite ma famille. On se pose à l'hôtel et je demande rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi mon père a décidé de m'envoyer en France, comment elle a vécu ça. Et par l'intermédiaire de ma cousine, ma mère m'explique que mon père m'a kidnappée. Elle répète le mot kidnapping. Sa version à elle est donc que du jour au lendemain, quand j'ai eu 3 ans et demi, elle ne m'a plus retrouvée dans ma chambre et que mon père était parti avec moi. Là, je tombe des nues parce que jamais j'aurais pensé mon père capable de faire une chose pareille. Je trouve ça extrêmement cruel. J'éprouve de la colère, de la surprise, de la colère, puisqu'elle me dit que pour elle, ça a été comme si son monde s'écroulait, c'était la fin du monde et que ça avait été vraiment terrible toutes ces années. Et moi, je me retrouve avec cette version de l'histoire et j'en veux terriblement à mon père. La conversation continue. Les premiers temps, tout tourne autour de ce kidnapping, de comment c'est possible de faire une chose pareille, c'est vraiment atroce. Et je ressens ça vraiment profondément et j'attends avec impatience de revoir mon père. Et là, je me dis que je n'aurai plus aucun mal à briser ce tabou et que je voudrais vraiment ces explications. On part le lendemain dans le village où habite ma famille. Donc on arrive dans ce village qui s'appelle Elmina, un tout petit village très traditionnel avec un habitat assez sommaire. On nous installe dans une chambre d'hôtel tenue par une tante et on ne quittera plus cette chambre pendant 3 semaines puisque j'avais décidé de rester 3 semaines. Je suis au centre de toutes les attentions, même si mon objectif premier, c'est de connaître tout simplement mon histoire. Mais je me sens rapidement très mal à l'aise parce que je perçois rapidement un fossé, un grand décalage entre ce que je suis et la famille que je découvre. Il y a la barrière de la langue, mais aussi je sens une grande différence culturelle, une perte de repères initiale puisque j'arrive dans un contexte que je ne connais pas et un contraste entre la proximité, de fait, la proximité biologique avec ma mère, cette ressemblance qui est frappante, et ce qu'elle est, ce qu'elle dégage, la barrière de la langue, sa façon d'être, tous ces membres de la famille autour de moi. En fait, je sens un grand décalage entre ses attentes et les miennes, sans vraiment pouvoir me l'expliquer. Mais je ressens ce décalage dès le début. Je sens qu'elle me considère comme sa fille. De fait, elle m'a mise au monde, elle m'a vue entre 0 et 3 ans, mais moi, je ne la considère pas comme ma mère, puisque j'ai aucun souvenir d'elle
et que c'est pas elle qui m'a élevée. Donc je ressens ce décalage d'emblée. Et rapidement, dès le premier jour, je me dis que le temps va être long parce que je sens que la communication va être difficile. Puisqu'elle l'a été d'emblée, elle l'est encore, même si j'ai cette cousine qui fait l'intermédiaire. Elle n'est pas tout le temps à mes côtés et pas tout le temps aux côtés de ma mère. Ma mère ne travaille pas, donc elle a beaucoup de temps et elle instaure un rituel consistant à venir, à se poser dans ma chambre tous les jours à la tombée de la nuit. Et elle peut rester jusqu'à 3 heures dans la chambre sans vraiment parler, sans objectif particulier, juste pour être là. Et je me sens finalement mal à l'aise parce qu'elle répète beaucoup que ça a été horrible pour elle. Elle a beaucoup souffert de mon départ, qu'elle en veut beaucoup à mon père. Les premiers jours, je ressens vraiment une grande colère par rapport à mon père. La journée, je me promène quand même dans le village, mais le temps est extrêmement long. Les jours se passent et progressivement, je rencontre d'autres membres de la famille que je n'arrive pas bien à identifier. J'arrive pas toujours à identifier le lien qui existe, mais ils se présentent comme des membres de la famille et au fil du temps, défilent dans ma chambre, surtout de jeunes hommes qui, à la fin de la discussion, finissent systématiquement par me demander de l'argent ou des lettres de recommandation pour pouvoir partir et avoir un point de chute en France ou aux États-Unis. Ils veulent absolument une adresse et très souvent de l'argent. Et en plus de l'ennui que j'éprouve, de l'inconfort, d'un sentiment un peu un malaise face à cette situation, face à l'endroit où je me trouve, j'ai vraiment un sentiment d'étrangeté, même si je peux comprendre l'envie ou la détresse qu'il peut y avoir derrière l'envie de partir d'Afrique. Je me sens vraiment mal à l'aise parce que ça me renvoie aussi à mes propres contradictions et j'ai plutôt une posture de rejet, même si je ne peux pas non plus me permettre d'envoyer balader tous ces gens. Je regrette d'avoir pris un séjour aussi long et j'ai vraiment hâte que ce séjour se termine, puisque avec ma mère, j'ai l'impression de tourner en boucle. Je sais aussi qu'elle est déçue de mon attitude, par l'intermédiaire de cette fameuse cousine qui fait l'interprète, parce que ma mère lui a dit un jour qu'elle regrettait que je ne l'appelle pas maman. Cette cousine me demande de faire un effort et de l'appeler maman. Et je lui dis que pour moi, c'est absolument impossible de l'appeler maman, puisqu'au fond de moi, je ne considère pas ma mère biologique comme étant ma mère. Et je ne me vois pas du tout l'appeler maman. Pour moi, même après l'avoir rencontrée, ma mère biologique reste une étrangère. Passer l'émotion des retrouvailles, je n'arrive pas à éprouver de sentiment filial et je n'arrive même pas à éprouver d'affection. Et la 3e semaine, ce sentiment de rejet ou en tout cas ce sentiment d'étrangeté et de malaise est décuplé par le fait que ma mère, à son tour, me demande de l'argent. Et là, pour moi, un monde s'écroule. Et là, la colère que j'éprouvais pour mon père au début du séjour, finalement se transforme en colère, serait un grand terme, mais en déception à l'encontre de ma mère. Et aussi de moi-même et de ma naïveté, et peut-être aussi de mon ignorance, parce que je n'arrive pas à comprendre comment on peut faire ça et je ne l'accepte pas. Mes rapports avec elle sont de plus en plus froids. Tout ça encore
aggravée par cette difficulté à communiquer directement, par ce sentiment d'ennui qui croît de jour en jour puisque je n'ai absolument rien à faire de la journée, à part ces entretiens le soir avec ma mère qui sont de plus en plus laborieux. Et je compte les jours jusqu'à mon départ. Et cette déception, je l'ai ressentie comme étant réciproque, puisque les rapports étaient de moins en moins chaleureux au fil du temps. Et les séjours de ma mère dans la chambre d'hôtel étaient de plus en plus réduits. Finalement, je me demande si elle n'était pas autant déçue que moi par la personne qu'elle avait retrouvée. Et la veille du départ, je reçois une note de tous les frais engendrés par ma présence, et notamment les cadeaux qu'on a pu me faire, les vêtements, des petites attentions que je pensais être des cadeaux et qu'en fait je devais régler à la fin du séjour. Ça va pas me ruiner, mais j'allais pas en Afrique retrouver ma mère biologique pour ça, finalement. Le jour du départ arrive et je me sens libérée. Je suis déçue, finalement, de ce que j'ai vécu, mais en même temps heureuse d'être allée au bout de cette démarche, heureuse d'avoir rencontré ma mère biologique. Je reste quand même sur ma faim, connaissant mon père biologique. Je n'arrive pas à croire qu'il ait pu m'enlever comme ça du jour au lendemain. J'ai hâte d'aller le voir, de lui raconter ma démarche et de lui demander sa version à lui de l'histoire. Je quitte le Ghana avec au fond de moi un sentiment d'impatience d'aller jusqu'au bout de la démarche et d'aller demander à mon père biologique sa version de l'histoire. Déjà de lui annoncer que j'avais retrouvé ma mère biologique. Et là, la force du tabou qui m'empêchait de lui poser la question n'existait plus. Avoir entrepris cette démarche me donnait le droit d'aller le voir et de le questionner directement. Et c'est comme s'il y avait une urgence aussi à reconstruire l'image que j'avais de lui et qui avait été fortement abîmée par le récit de ma mère. J'avais vraiment besoin de lui parler finalement. Sans plus aucune pudeur, en tout cas plus aucune gêne. Donc rapidement, le plus rapidement possible, en fait, je suis allée le voir dans la Sarthe. Donc j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit que je rentrais en France et qu'il fallait que je le voie dans sa maison. Je m'installe dans le salon, je m'assois à côté de lui et là je lui dis que j'ai rencontré ma mère biologique. Je lui dis comme ça, j'ai rencontré ma mère biologique. Et la première chose qu'il me dit, c'est « je savais que ça arriverait ». Et là, je ne lui donne aucun détail de la version de ma mère, puisque je veux avoir la sienne sans l'influencer, pour essayer d'avoir peut-être une vérité. Et je lui demande pourquoi, du jour au lendemain, il a décidé de m'emmener en France. Sa version est qu'il a considéré que j'avais plus de chance dans la vie en grandissant en France. C'est ce que j'avais toujours su, donc finalement ça c'était pas une découverte. Et il me dit que d'un commun accord avec ma mère biologique, il avait décidé de m'emmener en France et qu'il s'était engagé auprès de ma mère biologique à donner régulièrement de mes nouvelles. Et il admet n'avoir pas tenu cette promesse. Voilà sa version à lui de l'histoire. Donc je lui demande pourquoi il n'a pas tenu sa promesse consistant à donner des nouvelles régulières à ma mère. Et il me dit qu'en fait, il a eu peur de me perdre. Il a eu peur
que ma famille ghanéenne vienne me chercher et m'enlève à lui. Et il a eu peur que si je rentre en contact avec cette famille, je décide moi-même de le quitter et de m'installer en Afrique. Il me raconte que ma mère n'a jamais été quelqu'un d'important pour lui, d'un point de vue émotionnel, qu'ils n'ont jamais vraiment été en couple, que c'était pas une grande histoire. Donc je comprends que ma naissance est un accident. Mais ce que je comprends aussi, c'est que ce que me dit mon père, c'est que pour lui, c'était merveilleux d'avoir un enfant, qu'il était déjà assez âgé à l'époque où il m'a eu, puisqu'il avait 52 ans, qu'il s'était toujours imaginé sans enfant. Et que le fait d'apprendre qu'il était père, pour lui, c'était fantastique. Il me raconte qu'il était émerveillé de mon existence. Et, à ce moment-là, il me raconte qu'il passait des heures entières à me regarder dormir. Donc finalement, cette conversation m'a permis d'apprendre aussi des choses sur mon père, sur son ressenti, sur son vécu. Donc là, je lui demande pourquoi, avec tout ce sentiment d'amour paternel, quand il est rentré en France, il n'a pas décidé de me récupérer et de m'élever. Et là, il me dit qu'il ne se sentait pas capable, il ne savait pas comment s'y prendre, qu'il m'avait confié à ses cousins et qu'il sentait que j'étais bien dans cette famille-là et qu'il ne pouvait pas m'arracher à nouveau, puisqu'il m'avait déjà arraché d'un contexte familial et qu'il ne se sentait pas en droit de m'arracher à nouveau à un autre contexte familial, et que de me voir tous les mercredis lui suffisait, et que d'habiter à 5 kilomètres d'où j'habitais, ça lui suffisait. Donc voilà sa version à lui de l'histoire. Je n'ai pas de troisième version, donc il faut que je me fasse mon idée moi-même. La vérité se situe quelque part entre les deux versions, mais que finalement je la connaîtrai peut-être jamais. Je reprends le cours de mon existence, je rentre à New York, je reprends mon travail et je garde des contacts avec ma famille ghanéenne, pas avec ma mère directement, puisque, encore une fois, la barrière de la langue est très difficile à surmonter. Donc c'est surtout par email et aussi par téléphone. Pas une fréquence très soutenue ni régulière, mais peut-être tous les 3-4 mois, j'ai des coups de fil de membres de la famille pour me donner des nouvelles, mais systématiquement aussi pour me demander de l'argent. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis en vacances en Normandie et je reçois un coup de fil pour à nouveau me demander de l'argent. Et là, je craque. Je craque et je m'énerve comme rarement je me suis énervée, et je hurle au téléphone en disant que je ne veux plus avoir aucun contact. Je me remets en question. Je me dis que moi, je ne suis pas capable de comprendre le fonctionnement. Je me dis, est-ce que c'est moi qui ai induit ça par mon attitude ou simplement par ma posture de personne occidentale nantie, que j'ai pas su créer d'autres liens que celui-là. J'avais pas l'attente de trouver une nouvelle famille. Ce que je recherchais purement égoïstement, c'était de recoller les morceaux de mon histoire et de savoir ce qui avait bien pu se passer. Mais peut-être qu'au fond de moi, j'aurais voulu créer un lien. Et là, j'ai senti ce jour-là en Normandie où je me suis énervée que ce n'était pas possible. C'est la dernière fois que j'ai un coup de fil. Quelques années après, je suis de retour définitivement à Paris. Entre-temps, j'ai eu 2 enfants et je reçois un soir, j'étais dans mon salon avec mon mari, je reçois un email de mon ami
ancien collègue de l'ONU, ghanéen, m'annonçant le décès de ma mère. Là, je m'effondre en larmes. Je réalise qu'il n'y aura plus jamais la possibilité de créer du lien avec ma mère biologique. Et je réalise que même si j'avais moi-même rompu ces liens au téléphone quelques années auparavant, j'avais en moi encore l'espoir de créer du lien, qu'on reprenne tout à zéro et qu'une vraie belle relation se construise. Vu les circonstances, il faut quand même que je reprenne contact avec ma famille ghanéenne, que je mette de côté ma colère et qu'il est de mon devoir quand même de les appeler. Je tombe sur la cousine qui a joué le rôle de traductrice et elle me demande de mes nouvelles, je lui demande de ses nouvelles, je la questionne sur les circonstances du décès de ma mère, qui n'était pas très âgée, puisque à l'époque de son décès, elle a à peine 60 ans. On me dit qu'elle est décédée d'un infarctus. J'y pense régulièrement, simplement parce que, tout comme tout au long de mon enfance, de mon adolescence et de ma vie adulte jusqu'à ce que je rencontre ma mère, quand je rencontre de nouvelles personnes, on me demande qui sont mes parents, d'où je viens. Là, la différence, c'est que j'en ai davantage à dire. Donc, comme je rencontre régulièrement de nouvelles personnes, régulièrement, je raconte mon histoire. Je suis aussi en mesure de raconter mon histoire à mes enfants. Régulièrement, je leur en parle, pas dans les détails, mais je suis en mesure de leur parler de ma mère biologique sans que ce soit entouré de mystère. Même si mes enfants ne comprennent pas tout encore, mais tout comme moi, je ne comprends pas tout non plus, et personne ne comprend tout non plus, je pense. Cet épisode de Transfert a été réalisé par Iris Ouedraogo. La musique a été composée par David Aknin. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Et Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr, produit par Louis Média. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcast, à suivre Louis Média et Transfert sur Instagram. Je vous encourage aussi à lire la pièce de Marine Ndiaye dont je parlais en introduction, Papa doit manger, aux éditions de Minuit. Et surtout, à continuer de nous écrire. On adore recevoir vos messages et vos histoires à hello@louismedia.com. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr.